Je m'appelle Evelyn Searse, et j'ai 34 ans. Lors de la dernière nuit de l'année, mon père s'est tenu sur une scène, devant 140 invités, a levé une coupe de champagne, et a annoncé qu'il cédait l'entreprise familiale à mon frère. À minuit pile, il a déclaré « Je transmets officiellement le Searse Meridian Group à mon fils, Colton, celui qui l'a vraiment mérité. » La salle a explosé. Applaudissements. Coupe de champagne levée. L'orchestre a joué un air triomphant. Mon mari, Nathan, a trouvé ma main sous la table, et l'a serrée. Je l'ai serrée en retour. Tout le monde faisait le compte à rebours. 10, 9, 8, les confettis étaient prêts. Les crécelles étaient de sortie. Mon frère se tenait sur cette scène, comme s'il y avait toujours eu sa place, souriant, tenant un verre qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Ni mon père, ni mon frère, ni l'orchestre, qui était sur le point de s'arrêter de jouer. Je m'étais préparé pour ce moment précis, pendant 14 mois. Et, à minuit exactement, j'ai cliqué sur envoyer. Voici comment tout cela s'est passé. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories, où nous partageons des histoires vraies, sur la justice familiale, la force tranquille, et ces moments qui changent absolument tout. Si c'est votre première fois ici, laissez un commentaire, et assurez-vous de vous abonner, pour ne jamais manquer une histoire. Pour comprendre ma famille, il faut d'abord comprendre l'entreprise, le Searse Meridian Group. Mon père, Gérald, l'a fondé il y a 30 ans, dans un entrepôt loué, en périphérie de Charlotte, avec un seul camion de livraison, et une ligne de crédit, qu'il avait supplié d'obtenir auprès de 3 banques différentes. À l'époque où j'étais au lycée, c'était devenu une entreprise de fabrication et de logistique, de taille moyenne. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de Wharton, elle était cotée en bourse. Une capitalisation boursière de 380 millions d'euros, et 230 employés, répartis sur 4 sites. J'ai rejoint l'entreprise en tant que stagiaire, l'été après l'école de commerce. J'avais 26 ans. En moins de 2 ans, j'ai reconstruit le système d'audit interne, en partant de zéro. En 5 ans, j'ai restructuré 47 millions d'euros de dettes à court terme, lors d'une crise de liquidité, qui a bien failli nous faire fermer. À 32 ans, j'étais vice-présidente des finances, la plus jeune vice-présidente, de toute l'histoire de l'entreprise. Mon frère, Colton, nous a rejoints il y a 3 ans. Il avait 28 ans. Il a obtenu le titre de vice-président du développement commercial, un bureau d'angle, un assistant, et une carte de crédit d'entreprise. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est l'obligation de rendre des comptes. La division de Colton n'avait aucun objectif mesurable, aucune évaluation de performance liée aux résultats. Il se présentait au bureau, il serrait des mains lors des salons professionnels, il commandait des déjeuners avec la carte de l'entreprise, et il appelait cela relation client. Lorsque le conseil d'administration a salué le redressement de l'entreprise, après la fameuse crise de liquidité, mon père s'est levé lors de la réunion trimestrielle, et a remercié l'équipe. Un discours générique, large, et sans risque. Le lendemain, il achetait une nouvelle voiture à Colton. C'était ainsi que fonctionnait la famille Searse. Mon père avait un dicton. Je l'ai entendu pour la première fois quand j'avais 16 ans, alors que j'étais assise à la table de la cuisine pour faire mes devoirs, pendant qu'il parlait à ma mère de l'avenir. Un fils porte le nom, disait-il. Une fille porte les souvenirs. Je portais bien plus que de simples souvenirs, mais Gérald Searse n'a jamais pris la peine de compter tout ce que sa fille portait. La première fois que mon père a utilisé du champagne comme accessoire de scène, c'était 3 ans avant cette soirée du Nouvel An, pour son 60e anniversaire. Le même domaine, la même salle de bal, moins d'invités, peut-être 80, mais les mêmes lustres en cristal, le même orchestre de 12 musiciens, la même entreprise de restauration, qui pliait les serviettes en petits signes. Gérald Searse se tenait à l'avant de la pièce, dans un costume anthracite, une flûte de champagne à la main, et prononçait un discours sur l'héritage. Il parlait de son propre père, Hank Searse, qui avait bâti une petite entreprise de camionnage dans les années 70, et l'avait perdue, lorsque ses 3 filles l'avaient vendue après sa mort. Aucun fils pour la porter. Personne qui ne comprenait ce que cela signifiait. Je me suis promis, que je ne laisserai jamais cela se reproduire, a déclaré mon père. Il a regardé Colton. Ce soir, je veux vous présenter l'avenir de Searse Meridian. Mon fils, mon héritier, celui que j'ai élevé, exactement pour cela. 80 personnes ont applaudi. Colton s'est avancé,
et a serré la main de mon père. Il y a eu des photos, un gâteau. L'orchestre a joué My Way. Je me tenais près du fond de la salle, avec une flûte de champagne, à laquelle je n'avais pas touché. Nathan s'est penché vers moi. Ça va? Je vais bien. J'ai posé le verre sur la table la plus proche. J'ai très bien été, toute ma vie. Ce soir-là, sur le chemin du retour en voiture, Nathan n'a rien dit pendant 20 minutes. Puis, il ne t'a pas mentionné du tout. Je sais. Tu as sauvé cette entreprise il y a 2 ans. Je le sais aussi. J'ai regardé les lignes de l'autoroute défiler, et j'ai pensé à mon grand-père, Hank Searls, l'homme qui avait tout perdu, parce qu'il ne faisait confiance à personne, qui ne portait pas son nom de famille. Mon père avait passé toute sa vie, à essayer de ne pas répéter cette erreur. Mais, à la place, il en a fait une autre. J'étais la première personne dans le bâtiment, chaque matin. 6h30, le parking était vide, à l'exception du vigile de nuit, qui terminait son service. Je lui faisais un signe de tête, je badgeais, je passais devant les bureaux sombres, et je m'asseyais à mon bureau, juste à côté de la salle des serveurs. Mon bureau partageait un mur, avec l'infrastructure de données de l'entreprise. Quand les serveurs bourdonnaient la nuit, pendant le traitement par l'eau, je pouvais le sentir à travers le sol. J'aimais ce son. Cela signifiait que les chiffres tournaient. Cela signifiait que le système que j'avais construit fonctionnait parfaitement. Toutes les pistes d'audit de cette entreprise passaient par mon département. Les paiements des fournisseurs, les cycles de paie, la comptabilisation des revenus, les dépôts trimestriels auprès de la SEC. Je les passais tous en revue, non pas parce que c'était exigé à mon niveau, mais parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était là ma faiblesse. Pas la naïveté, pas la loyauté aveugle, mais le perfectionnisme et la surresponsabilisation. Je ne pouvais pas m'éloigner d'une feuille de calcul, s'il y avait une erreur d'arrondi. Je ne pouvais pas quitter le bâtiment, en sachant qu'il restait un bon de commande, que je n'avais pas recoupé. 230 personnes dépendaient de la justesse de ces chiffres. Leurs prêts hypothécaires, les fonds pour l'université de leurs enfants, leurs comptes de retraite. Ma mère appelait ça du surmenage. Tu vas t'épuiser, ma chérie, disait-elle au téléphone. Ton frère sait comment déléguer. Tu devrais apprendre de lui. Colton savait comment déléguer, parce que Colton ne faisait rien, qui vaille la peine d'être conservé. Il déléguait le travail, car il n'y avait aucun travail au départ. Mais dans le vocabulaire de ma mère, c'était ça, le leadership. Je ne me disputais pas avec elle. J'avais arrêté de me disputer avec ma mère à propos de Colton, depuis bien longtemps. Ça ne changeait jamais rien. Elle baissait simplement la voix, et disait la même chose, qu'elle disait toujours. Je vous dirai ce que c'était, mais pas tout de suite. Thanksgiving, 14 mois avant la fameuse fête du Nouvel An. Gérald, Diane, Colton, la petite amie de Colton, Lorraine, Nathan, et moi. 6 personnes autour d'une table, conçue pour 12. De la dinde, de la sauce au canneberge, et un gratin que ma mère avait préparé, à partir d'une recette découpée dans un magazine en 1994. Mon père a abordé le sujet de la succession, sans aucune subtilité. Il a posé sa fourchette et a dit, « Je veux parler du plan de transition ». Il a tout exposé. Colton passerait à un rôle de PDG d'ici le printemps, puis PDG à part entière, d'ici janvier suivant. Le conseil d'administration l'approuverait. Une transition en douceur, a dit Gérald. Sans drame. J'ai posé ma fourchette. As-tu envisagé un comité de succession formel, une supervision au niveau du conseil d'administration, ou une évaluation indépendante des candidats? La table est devenue silencieuse. Gérald m'a regardé, comme si je m'étais mise à parler une langue étrangère. Ce n'est pas une décision de comité, Evelyne. C'est la famille. Colton s'est penché en arrière, a souri, et n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Ma mère a touché mon bras, sous la table. Je savais ce qui allait suivre. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Elle a dit cela doucement, presque tendrement, de la même façon dont elle disait tout, ce qui était conçu pour me faire taire. J'ai repris ma fourchette, j'ai mangé une bouchée de gratin, et j'ai laissé couler. Mais voici ce qui m'est resté en tête, après ce dîner. Les chiffres trimestriels de Colton. Sa division avait signalé des acquisitions de fournisseurs records ce trimestre-là.
12 nouveaux contrats, et des projections de revenus en hausse de 19%. Sur le papier, cela ressemblait à un miracle. J'ai fait passer ces chiffres dans mon système d'audit, le lundi matin suivant. 12 nouveaux contrats. 3 d'entre eux étaient avec le même fournisseur, sous des noms légèrement différents. Tous les paiements étaient acheminés vers un seul et même compte de réception. J'ai imprimé le rapport, je l'ai ramené à la maison, et je l'ai gardé pour moi pendant 2 semaines. C'était le commencement. Le fournisseur s'appelait Greystone Industrial Supply. Je n'avais jamais entendu parler d'eux, avant cet audit de Thanksgiving. Ils étaient apparus dans notre système 8 mois plus tôt, répertoriés comme un fournisseur de composants logistiques spécialisés. La division de Colton les avait signés. J'ai effectué les vérifications habituelles. Adresse commerciale, une boîte postale à Wilmington, dans le Delaware. Aucun bureau physique, aucun site web d'entreprise, aucun employé répertorié sur LinkedIn, aucun profil au Better Business Bureau, aucun enregistrement en tant qu'entrepreneur d'État. Les paiements étaient structurés très soigneusement. Des virements bancaires mensuels, chacun juste en dessous du seuil de déclaration obligatoire, 3 contrats, 3 noms d'entités légèrement différents, Greystone Industrial Supply LLC, Greystone Logistic Solutions, UNC, et Greystone Supply Group. Le même numéro de compte de réception, sur les 3. Un vrai cas d'école. Quelqu'un avait déjà fait cela auparavant, ou quelqu'un s'était fait expliquer exactement comment le faire. J'ai sorti les autorisations de paiement. Chacune d'entre elles avait été approuvée au sein de la division de Colton. Son assistante avait traité la paperasse, avec sa signature sur les originaux des contrats. Le total déboursé pour les entités Greystone en 8 mois s'élevait à 1,2 million d'euros, pour un fournisseur qui, pour autant que je puisse en juger, ne fabriquait, n'expédiait, ni ne livrait absolument rien. Je n'ai pas confronté Colton. Je ne suis pas allé voir mon père. Je n'ai pas appelé le conseil d'administration. J'ai imprimé chaque document, chaque relevé de virement, chaque contrat. J'ai mis le tout dans un dossier, j'ai mis le dossier dans mon sac, et je suis rentré chez moi en voiture. Nathan était dans la cuisine quand je suis arrivé. Il m'a regardé, portant une pile de papier de 5 cm d'épaisseur, et m'a dit, « Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai posé le dossier sur la table de la cuisine, je me suis assise, et je me suis versé un verre d'eau. Le début de quelque chose, que je ne pourrais pas défaire. Il a tiré une chaise, et s'est assis en face de moi. Il ne m'a pas demandé d'expliquer. Il a simplement attendu. Ce week-end-là, j'ai étalé chaque impression, sur notre table de salle à manger. Cela prenait toute la surface. Les relevés de virements bancaires à gauche, les copies de contrats au centre, et les documents d'enregistrement des entités à droite. Nathan se tenait au bord de la table, les bras croisés, lisant à l'envers. Il était avocat associé, dans un cabinet de litige, qui traitait des affaires de conformité des entreprises. Pas exactement du droit des valeurs mobilières, mais c'était assez proche. Société écran, dit-il, en pointant du doigt l'enregistrement au Delaware, au nom d'une personne appelée David Morel. Il m'a regardé. Tu connais ce nom? Non, mais Colton a assisté à une conférence professionnelle à Atlanta, il y a 14 mois. J'ai sorti la liste des participants. David Morel y figurait, en tant que représentant de fournisseur, au stand 17. Nathan a expiré lentement. Si c'est ce que ça a l'air d'être, ce n'est pas juste une fraude interne. L'entreprise est cotée en bourse. Les dépôts auprès de la SEC, les divulgations aux investisseurs, les rapports trimestriels. Si ces paiements aux fournisseurs sont frauduleux. Les états financiers que Source Meridian a déposés auprès de la SEC sont matériellement faussés. Je sais que cela en fait une fraude boursière. Je le sais aussi. Il est resté silencieux un instant. Alors tu devrais déposer une plainte de lanceur d'alerte. Confidentielle auprès de la SEC. La loi Dodd-Frank protège ton identité. Si les sanctions dépassent 1 million d'euros, tu pourrais être éligible à une récompense de 10 à 30%. J'ai secoué la tête. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais tu dois le faire à travers un système qui te protège, parce que si tu vas voir Gérald avec ça, il va l'enterrer. Et s'il l'enterre, ce sont ces 230 employés, qui paieront le prix quand cela finira par éclater. Il avait raison. Si j'essayais de régler ça en famille, ça disparaîtrait. Pas pour l'argent, ai-je répété.
Pour que ce soit acté. En décembre de l'année précédente, soit 13 mois avant la fête du Nouvel An, je me suis assise à la table de la cuisine, après que Nathan soit parti se coucher, mon ordinateur portable ouvert, sur le portail de soumission de signalement de la SEC. Un long formulaire. Des champs pour les informations sur l'entreprise, les violations présumées, et les documents justificatifs. J'ai tapé pendant 2 heures, j'ai détaillé les entités Greystone, les modèles de paiement, la structuration, les signatures de Colton, j'ai joint les impressions que j'avais numérisées, et j'ai cliqué sur Soumettre, à 23h47. Écran de confirmation. Signalement accepté. Numéro de référence attribué. Un email de reçu est arrivé quelques secondes plus tard. Mon téléphone a vibré sur la table. Le son de la notification. Je l'ai fixé du regard. 14 caractères. Un numéro de référence, qui signifiait que quelqu'un, en dehors de ma famille, en dehors de ce bâtiment, en dehors de l'orbite de Gérald, savait maintenant, ce que je savais. J'ai fait une capture d'écran de la confirmation, je l'ai enregistrée dans un dossier crypté sur une clé USB, et j'ai mis la clé USB dans notre coffre-fort à la maison, à côté de notre certificat de mariage, et de la montre à gousset du grand-père de Nathan. Au travail, le lundi suivant, je suis entré à 6h30 comme d'habitude, j'ai fait un signe de tête au vigile de nuit, je me suis assise à mon bureau, et j'ai ouvert les états financiers trimestriels, que Gérald m'avait demandé de préparer, pour le conseil d'administration. J'ai fait mon travail, chaque chiffre était parfait, chaque note de bas de page exacte, car c'était là l'essentiel. Je ne sabotais rien. Je faisais mon travail, mieux que quiconque dans ce bâtiment. Mais j'ai aussi commencé à constituer un deuxième dossier, privé, et hors ligne. Chaque transaction Greystone consignée. Chaque chaîne d'approbation tracée. Chaque email entre l'assistante de Colton, et le service de la comptabilité fournisseur. Daté, organisé, et recoupé. L'entreprise a organisé sa fête de fin d'année, cette semaine-là. Gérald se tenait dans la cafétéria, avec une coupe de champagne, et a porté un toast, encore une année record. Tout le monde a levé son verre. Colton a souri de toutes ses dents. J'ai tenu mon verre, je n'ai pas bu, et j'ai souri quand ils ont regardé dans ma direction. Si vous vous êtes déjà assis à la table de quelqu'un, qui s'attribuait le mérite de tout ce que vous aviez construit, et que vous avez souri malgré tout, vous connaissez ce sentiment. Si cette histoire résonne en vous, cliquez sur ce bouton d'abonnement, et laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire compte aussi. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert ensuite. 3 mois après mon signalement, la SEC a pris contact. Pas un appel téléphonique, pas une lettre, mais un message via le portail sécurisé. Un enquêteur avait été assigné. Ils avaient examiné ma première soumission, et avaient ouvert une enquête préliminaire, sur le Source Meridian Group. Ils en voulaient plus. Plus précisément, ils voulaient la documentation interne, les flux d'autorisation de paiement, les dossiers d'intégration des fournisseurs, et les journaux de communication, entre la division du développement commercial, et le département de la comptabilité fournisseur. J'avais tout cela, chaque pièce, parce que j'étais la vice-présidente des finances. C'était mes dossiers, mon système, mes pistes d'audit. Y accéder n'était pas de l'espionnage. C'était mon travail. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai compilé une deuxième soumission, organisée par catégorie, les relevés de paiement en haut, les enregistrements de fournisseurs au milieu, et les mémos internes en bas. Je les ai téléchargés via le portail sécurisé, un dimanche soir, pendant que Nathan lisait sur le canapé. Fini, demanda-t-il, sans lever les yeux. Deuxième lot. Combien d'autres? Au moins un, peut-être 2. Ils ont besoin de prouver la connaissance, au niveau de la direction. Il a hoché la tête. Nous n'en avons pas discuté davantage. Au travail, le rythme a continué. Gérald a annoncé une réunion générale de toute l'entreprise, pour le mois suivant. L'objet sur l'invitation du calendrier indiquait « L'avenir de Source Meridian ». Tout le monde dans le bâtiment savait ce que cela signifiait. La succession. Le nom de Colton en haut de l'organigramme. Mon assistante, Pam, l'a mis sur mon calendrier, et s'est arrêtée à ma porte. Dois-je bloquer les déplacements cette semaine-là? Non, je serai ici. Elle m'a regardé une seconde de trop. Pam travaillait avec moi depuis 6 ans. Les choses ne lui échappaient pas. D'accord, a-t-elle dit, avant de partir.
J'ai ouvert le portail de la SEC, et j'ai vérifié le statut. Actif, en cours d'examen, en attente de plus d'éléments. J'en avais plus. La réunion générale s'est tenue dans la salle de conférence principale, les gens étaient debout, par manque de place. Chaque employé qui le pouvait, y a assisté. Gérald a apporté un pupitre. Il a apporté un projecteur. Il a apporté un diaporama, avec une chronologie dessus. La diapositive disait, transition de la direction, Source Meridian Group. En dessous, une photo de Colton en costume, les bras croisés, souriant. Le genre de photo qui a sa place sur la couverture d'un magazine, que personne ne lit. Gérald a parlé pendant 20 minutes. L'histoire de la fondation, les premières années, la croissance. Puis, chaque grande entreprise a besoin d'un successeur, qui comprend non seulement les chiffres, mais aussi les gens. Quelqu'un qui bâtit des relations, quelqu'un qui dirige avec vision. Il a fait une pause, et a regardé Colton. Je suis fier d'annoncer, que mon fils Colton Searce, commencera à occuper le poste de PDG en formation, à partir de ce printemps. Applaudissements. Pas un tonnerre. Des applaudissements polis. Le genre d'applaudissement qui remplit une pièce, mais sans conviction. Colton a pris le pupitre. Son discours était poli, et répété. Le rédacteur des discours de Gérald, l'avait clairement rédigé. Colton a remercié les employés, a remercié le conseil, a remercié tous ceux qui avaient rendu cela possible. Il n'a pas mentionné mon nom. Après la réunion, Pam est venu dans mon bureau, et a fermé la porte. Il n'a même pas prononcé votre nom. J'ai remarqué que vous aviez reconstruit le système d'audit. Vous avez sauvé l'entreprise en 2020. C'est grâce à vous, que la paie est versée toutes les 2 semaines. Pam. Elle s'est arrêtée. Je l'ai regardée. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin que Colton en fasse la liste. Ce soir-là, ma mère a appelé. N'était-ce pas merveilleux? Ton frère avait l'air tellement présidentiel. Elle a vraiment dit ça. Présidentiel? J'ai répondu, il avait l'air de quelqu'un, qui s'était entraîné devant un miroir. Il y a eu un blanc. Evelyne. Juste mon prénom, un point à la fin, puis le silence. C'était fin mai, un jeudi. La majeure partie du bâtiment s'était vidée vers 18 heures. J'étais encore à mon bureau, en train de terminer le rapprochement trimestriel des fournisseurs. Un travail de routine, le genre de choses que je pouvais faire les yeux à moitié fermés. Le bureau de Gérald était plongé dans l'obscurité. Il était à une collecte de fonds de golf à Hilton Head. Il ne serait pas de retour avant lundi. J'avais besoin du fichier principal des fournisseurs, la copie physique. Gérald gardait les originaux dans un classeur verrouillé, derrière son bureau. Il était à l'ancienne, sur ce point. Les copies numériques vivaient sur le serveur. Les originaux vivaient dans le classeur de Gérald. Le papier ne plante jamais, avait-il l'habitude de dire. Je l'avais regardé ouvrir ce classeur, des centaines de fois. Il gardait la clé dans le tiroir supérieur droit de son bureau, niché derrière une boîte de stylos monogrammés, qu'il avait reçue pour son 50e anniversaire. Je suis entré dans son bureau. La lumière du couloir dessinait une bande sur son tapis. J'ai ouvert le tiroir, j'ai trouvé la clé derrière les stylos. Une petite clé en laiton, rayée, et vieille. J'ai ouvert le classeur. Le 3e dossier en partant de l'avant, étiqueté contrat fournisseur, année en cours. À l'intérieur, 12 sous-dossiers, un pour chaque fournisseur actif. Le 6e était marqué Greystone Industrial Supply. À l'intérieur, le contrat original, signé par Colton, et contresigné par David Morel. Les conditions, une provision mensuelle pour des services de conseil en logistique. Livrable, aucun spécifié. Calendrier de paiement, transfert mensuel structuré. J'ai photographié chaque page, recto et verso. 17 images. J'ai remis le dossier exactement à sa place. J'ai fermé le classeur, je l'ai verrouillé, j'ai remis la clé derrière les stylos, j'ai fermé le tiroir, je suis sorti, j'ai badgé pour sortir, parking, voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec mon téléphone sur le siège passager. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de la certitude. 14 mois de soupçon, et maintenant, je tenais la preuve. Hélène Ostrowski siégeait au conseil d'administration de Source Meridian, depuis 9 ans.
Ancienne directrice financière d'une entreprise d'emballage, 3 fois plus grande que la nôtre. Vive, constante, le genre de femme qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne, et qui réussissait encore à intimider les avocats, dans les salles de réunion. Elle était mon mentor depuis ma 2e année. Un café une fois par mois, dans un bistrot hors du campus. Pas d'ordre du jour, juste de la conversation. Ce mois-là, je lui ai posé une question, que je ne lui avais jamais posée auparavant. Hélène, lorsque vous étiez directrice financière, avez-vous déjà vu des contrats de fournisseurs, qui n'avaient aucun sens? Elle a posé sa tasse, et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Une fois. Je l'ai signalé au conseil, et ils ont formé un sous-comité. Le sous-comité s'est réuni 2 fois. Ensuite, le contrat du fournisseur a été reclassé en tant qu'accord de consultation, et plus personne n'en a jamais reparlé. Qu'est-il arrivé au fournisseur? Toujours actif aux dernières nouvelles. Elle a fait une pause. C'est à propos de Greystone? Mon café était à mi-chemin de ma bouche. Je me suis figé. Hélène s'est penchée en avant. J'ai 58 ans, Evelyne. Je lis des états financiers, depuis bien avant ta naissance. Je remarque des choses. J'ai remarqué les entités Greystone il y a 6 mois. 3 noms, un seul compte, des paiements structurés en dessous du seuil de déclaration. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que la dernière fois que j'ai dit quelque chose, j'ai appris que parler à l'intérieur de ces murs, ne changeait rien. Cela change seulement, qui a le droit de rester. Elle a repris sa tasse. Mais tu as quelque chose, que je n'avais pas à l'époque. Quoi? L'accès, la jeunesse, et un mari qui comprend le droit boursier. Je n'ai rien confirmé. Elle ne m'a pas demandé de le faire. Elle a juste dit, quel que soit le chemin sur lequel tu es, va jusqu'au bout. J'ai terminé mon café. Nous avons parlé de la météo. Elle m'a parlé de son jardin. Nous n'avons plus mentionné Greystone. Juin, la 3e soumission à la SEC. Celle-ci était différente. Les 2 premières concernaient des dossiers financiers, des chiffres, des modèles récurrents. Celle-ci avait des visages. J'ai téléchargé les photographies, du contrat original de Greystone. La signature de Colton, aussi claire qu'un gros titre. La contre-signature de David Morel à côté. J'ai inclus l'enregistrement d'entreprise, pour Greystone Industrial Supply LLC, déposé au Delaware, listant David Morel comme membre unique. Et j'ai inclus une liste des participants à la conférence d'Atlanta, 14 mois auparavant, montrant à la fois Colton Searce et David Morel, inscrits au même salon professionnel de l'industrie. Stand 17, et stand 42, adjacents. L'enquêteur a répondu dans la semaine. Message sur le portail sécurisé. La documentation est substantielle. Nous constituons un dossier formel. Pour passer à l'étape de l'application de la loi, nous aurons besoin d'un élément supplémentaire. La preuve d'une connaissance ou d'une direction au niveau de l'exécutif, spécifiquement, des communications démontrant que la haute direction était au courant de l'arrangement. La haute direction. Il voulait dire Gérald. Il me demandait de prouver que mon père savait. Je suis resté avec ça pendant une semaine. Non pas parce que j'en doutais, mais parce que le prouver, signifiait faire quelque chose, sur lequel je ne pourrais plus revenir. Le mardi suivant, Gérald m'a emmené déjeuner, dans un restaurant de grillade au centre-ville, juste nous 2. Ça n'arrivait presque jamais. Il a commandé un bourbon, et s'est adossé à sa chaise. Je sais que ce plan de succession est difficile pour toi, a-t-il dit. Tu as donné plus à cette entreprise, que la plupart des gens ne le comprendront jamais. Mais la transmettre à Colton. C'est ce qui est juste, pour la famille. Je l'ai regardé, à travers cette table. L'homme qui avait bâti un empire, et qui confondait le nom de famille de son fils, avec le mérite. Je comprends, ai-je dit. Je faisais bien plus qu'il ne le saurait jamais. La preuve au niveau exécutif, se trouvait quelque part dans son bureau, dans un classeur verrouillé, derrière une clé en laiton. Août, un mercredi, Gérald était à New York, pour des réunions avec des investisseurs qui duraient encore 2 jours. Je suis allé à son bureau, à 19 h. Le bâtiment était presque vide. Coup de badge. Les lumières du couloir sur détecteur de mouvement. Mais pas sur la moquette, était le seul son. La clé était derrière les stylos. Exactement comme avant.
La même rayure sur le laiton, le même poids dans ma paume. J'ai ouvert le classeur. Cette fois, je ne cherchais pas de contrat de fournisseur. Je cherchais quelque chose, que Gérald gardait séparément. Un dossier que j'avais remarqué la dernière fois, mais que je n'avais pas ouvert. Étiqueté CS Revue des fournisseurs. CS. Colton Source. À l'intérieur, 4 pages d'une chaîne de mails entre Gérald et Colton, datée de 11 mois plus tôt. Objet, Greystone, géré discrètement. Le premier email était de Colton. Papa, la facture de Greystone pour le 3e trimestre est prête. Même structure qu'avant. Dave dit qu'il a besoin du virement d'ici vendredi. La réponse de Gérald. J'ai revu l'arrangement. Les chiffres fonctionnent pour le trimestre. Assure-toi que la facturation ne dépasse pas le seuil. Je m'occuperai des questions du conseil. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. Pour laisser les mots s'installer. Gérald savait. Gérald l'avait dirigé. Gérald avait écrit « Je m'occuperai des questions du conseil », comme s'il planifiait un déjeuner de travail. J'ai photographié les 2 pages, j'ai remis le dossier en place, j'ai verrouillé le classeur, clé derrière les stylos, fermé le tiroir, je suis sorti, j'ai badgé. À la maison, Nathan était à la table de la cuisine. Je me suis assise en face de lui, et je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu les photos, a expiré, et a fermé les yeux. C'est ça, dit-il. C'est la connaissance au niveau de la direction, dont ils ont besoin. J'ai repris le téléphone, et j'ai regardé la capture d'écran, des propres mots de Gérald. Je m'occuperai des questions du conseil. Et j'ai repensé à une autre expression, qu'il adorait utiliser. Celle à propos de Colton, celui qu'il a vraiment mérité. L'ironie n'était pas compliquée. Elle était tout simplement totale. Mon père avait construit un mur, pour protéger la fraude de son fils, et il appelait cela l'héritage. J'ai soumis l'email ce week-end-là. La SEC a confirmé la réception en quelques heures. Septembre a glissé vers octobre. L'enquêteur de la SEC a confirmé que l'affaire était désormais dans le processus formel d'application de la loi. Le délai, ai-je demandé via le portail. Des mois, fut la réponse, et non des semaines. Je pouvais attendre. J'avais attendu toute ma vie, pour que les gens voient ce que je voyais. Quelques mois de plus, ce n'était rien. Au bureau, la vie avançait à son propre rythme. Colton a commencé à redécorer le bureau d'angle de Gérald, avec un nouveau pupitre, de nouvelles étagères, et une plaque qui disait Colton Source, PDG, même si le titre n'avait pas encore été officiellement conféré. Gérald est passé devant un matin, a souri, et a continué son chemin. Je passais devant tous les jours, en allant vers la salle des serveurs. Absolument tous les jours. Réunion du conseil d'administration d'octobre. Gérald a présenté le plan formel, de transition du PDG. Colton Source devait assumer le rôle, de directeur général, à compter du 1er janvier. Un transfert progressif, au cours du 4e trimestre. Annonce aux employés et aux actionnaires en décembre. Le conseil a voté 5 voix pour, et 2 voix contre. Hélène Ostrowski a voté non. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis abstenu. Conflit d'intérêts. J'étais de la famille, et j'étais des finances. L'abstention faisait partie du protocole, mais cela ressemblait à autre chose. Ce soir-là, je me suis assise dans ma voiture, sur le parking du bureau pendant 15 minutes, avant de démarrer le moteur. Nathan a appelé. Comment ça s'est passé? 5-2. Ils l'ont approuvé. Pour quand? Le 1er janvier. Il a gardé le silence. Alors, de quoi as-tu besoin? D'une signature de plus. Un autre contrat de Colton, via Greystone. Quelque chose de récent. Quelque chose qui prouve que le système est toujours actif. Quand? Bientôt. Il va signer quelque chose avant la fin de l'année. Il le fait toujours. Les poussées de fournisseurs du 4e trimestre, c'est son truc, à Nathan. Et ensuite, je termine ça. J'ai démarré la voiture, je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner, et je n'ai pas pensé au champagne. Novembre, 3 jours avant Thanksgiving, un bon de commande a atterri sur mon bureau. Avec un bordereau d'acheminement joint.
Division de Colton, Greystone Logistic Solutions, UNC. Montant, 890 000 euros. Catégorie, service de conseil en logistique. Durée, 6 mois, 890 000 euros. Le plus gros contrat unique de Greystone, à ce jour. Selon la politique de l'entreprise, tout paiement à un fournisseur, dépassant 500 000 euros, nécessitait la signature du vice-président des finances. C'était moi. Colton avait besoin de mon autorisation, pour finaliser la transaction. Le bordereau d'acheminement est resté sur mon bureau pendant 1 heure. Je l'ai regardé, de la même façon qu'un chirurgien regarde une radio, clinique, détachée, lisant les dégâts en dessous. Puis, je l'ai signé. J'ai autorisé le paiement, parce que c'était mon travail. Parce que le refuser sans motif valable, aurait déclenché des questions, auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Et parce que j'avais besoin de ce contrat dans le dossier de la SEC, une signature toute fraîche, une transaction en cours, la preuve que le stratagème n'était pas de l'histoire ancienne. Qu'il était toujours en cours. Colton ne m'a pas appelé pour me remercier. Il ne savait même pas que cela était passé par mon bureau. Son assistante l'avait acheminé, via la chaîne d'approbation standard. Je n'étais qu'une case à cocher. Ce soir-là, j'ai numérisé le contrat signé, le bordereau d'acheminement, et l'autorisation de virement. J'ai ouvert le portail de la SEC, et je les ai téléchargés en tant que dépôt supplémentaire. La pièce finale, les documents en or, étaient désormais complets. L'enregistrement de la société écran, les relevés de paiement, les signatures de Colton, sur 18 mois de transactions, l'email de dissimulation de Gérald, et maintenant, le contrat de novembre avec ma propre approbation. Une vice-présidente des finances, faisant son travail, et autorisant à son insu la fraude de son frère. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un seul mot à Nathan par message, fait. Il a répondu par un point. Pas de mots, juste un accusé de réception. Tout était dans le dossier. Tout était entre les mains de la SEC. Il ne restait plus qu'une question de timing. L'invitation est arrivée la première semaine de décembre. Du papier cartonné crème, un lettrage gravé, une bordure dorée. Gérald et Diane Sœurs sollicitent cordialement votre présence, à leur célébration annuelle du Nouvel An. Une annonce très spéciale sera faite à minuit. Tenue de soirée. Salle de bal du domaine. RSVP avant le 15 décembre. J'ai tenu la carte dans ma cuisine, je l'ai lue 2 fois, et je l'ai posée sur le comptoir, à côté de la corbeille de fruits. Une annonce très spéciale. À minuit, devant 140 invités. Je savais exactement quelle serait cette annonce. La succession, la couronne, le moment où ton fils, le champagne, l'orchestre, toute la mise en scène. Ma mère a appelé cet après-midi-là. Tu as reçu l'invitation? Oui. Porte quelque chose de beau, ma chérie. C'est la soirée de Colton. Elle a fait une pause. Et Evelyne? Oui, maman. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Et voilà. L'expression. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés à Thanksgiving. Le même ton, calme, presque bienveillant, conçu pour me faire rapetisser juste assez, pour tenir dans l'espace qu'il m'avait assigné. Je serai là, maman. Bien. Ton père a vraiment hâte d'y être. J'ai raccroché, je suis allé dans mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier de la SEC était dans mes favoris. J'ai cliqué dessus, et j'ai fait défiler les soumissions. 4 lots, 14 mois de documentation, de contrats, de relevés de virements, d'enregistrement d'entreprise, l'email de Gérald, les signatures de Colton, le contrat de novembre, tout cela assis dans un système fédéral, à attendre. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis retourné dans la cuisine, et j'ai repris l'invitation. Tenue de soirée, salle de bal du domaine, une annonce très spéciale à minuit. J'ai ouvert mon placard. J'ai choisi un haut structuré noir, et des boucles d'oreilles tendance en argent. Simple, épuré, le genre de tenue qui ne réclame pas l'attention, mais qui ne s'excuse pas, d'être dans la pièce. Je serai là, et j'apporterai mon téléphone. À la mi-décembre, mon avocate m'a appelé. Pas Nathan. Mon avocate. Je l'avais engagée séparément, via un cabinet différent. Des lignes claires, pas de chevauchement, pas de conflit d'intérêts. Elle s'appelait Claire. Elle était directe.
La SEC a confirmé que l'enquête est active. Le renvoi formel pour application de la loi est sur la table. Si de nouvelles preuves sont soumises, avant la finalisation de toute action de l'entreprise, cela crée un historique clair. Ce qui signifie que si vous soumettez des preuves supplémentaires, avant que la succession ne prenne effet, cela démontre que la SEC disposait d'informations matérielles avant le changement de direction. Cela renforce le dossier et complique tout argumentaire selon lequel la transition a été menée de bonne foi. J'ai compris. La succession était prévue pour le 1er janvier. L'annonce à minuit la veille du Nouvel An était le moment destiné au public. Si je soumettais des preuves avant cette annonce, le dossier de la SEC montrerait que l'agence avait reçu des documents sur la fraude, avant que l'entreprise ne se livre à la personne même qui commettait la fraude. Donc, le moment choisi a de l'importance, ai-je dit. Le moment choisi est primordial. J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer un dépôt supplémentaire. Un résumé propre, une chronologie reliant chaque transaction de Greystone, du mois 1 au mois 18, recoupé avec les dossiers de voyage de Colton, l'email de Gérald, et le contrat de novembre. 42 pages, 3 contrats, une directive de dissimulation, un schéma complet. Je l'ai formaté en un seul PDF, et je l'ai téléchargé sur le portail de soumission électronique de la SEC, en tant que brouillon. Enregistré, non soumis. À un bouton de distance. Approuver et soumettre. 2 mots sur un bouton gris. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'appuyer dessus. Nathan m'a demandé un soir, quand? À minuit, ai-je dit. Il n'a pas demandé pourquoi à minuit. Il le savait déjà. Gérald avait choisi minuit. Gérald avait choisi la scène. Gérald avait choisi le public. Je choisissais juste la même horloge. Elle a passé 14 mois à monter un dossier qui tenait dans un seul email. Si vous savez ce que c'est, de rester silencieux pendant que tout le monde célèbre la mauvaise personne, restez avec moi. Le compte à rebours est sur le point de commencer. Aimez cette vidéo, si vous regardez au-delà de minuit, vous aussi. Le 31 décembre. Je me suis réveillé à 6h15. Par la force de l'habitude. La chambre était sombre. Nathan était déjà réveillé, assis sur le bord du lit, habillé. Nous n'avons pas parlé de ce soir. Pas encore. Je suis descendu, j'ai fait du café, des tartines beurrées, et je me suis assise à la table de la cuisine. Normal, ordinaire. Une routine du mardi matin, le dernier jour de l'année. J'ai ouvert mon téléphone. Le portail de la SEC était en favori. J'ai tapé dessus. La soumission du brouillon était là. 42 pages jointes. Statut, brouillon. Un seul bouton gris. Approuver et soumettre. J'ai fermé l'application. J'ai bu mon café. Un SMS de Colton à 8h37, Serette, ce soir va être génial. Papa a prévu quelque chose de spécial. Tu devrais voir le champagne qu'ils ont commandé. 32 caisses. 32 caisses pour 140 invités. Cela faisait presque 3 bouteilles par personne. Gérald Sears ne faisait jamais les choses à moitié. J'ai répondu, j'ai hâte, 100 points. Je l'ai effacé, et je l'ai retapé, avec un point. Nathan est descendu. Ça va? Demande-moi demain. Il s'est versé son propre café. Nous nous sommes assis face à face. Le dossier n'était plus sur la table. Les impressions n'étaient plus étalées dans la salle à manger. Il n'y avait plus rien à étaler. Tout était numérique, maintenant. Tout était dans le système. 14 mois de documentation, compressés en un PDF de 42 pages, assis sur un serveur gouvernemental, attendant la pression d'un seul pouce. À 16h, j'ai pris une douche, j'ai séché mes cheveux, et je les ai relevés. Un chignon français, blond platine, tiré en arrière. J'ai mis le haut noir structuré, et les boucles d'oreilles en argent. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à mettre fin à la carrière de son frère et à placer son père sous enquête. J'avais l'air de quelqu'un qui allait à une fête. C'était le but. C'est Nathan qui a conduit. Il conduisait toujours quand nous allions au domaine. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai regardé la route. 45 minutes depuis notre maison de banlieue jusqu'à la propriété familiale.
L'autoroute d'abord, puis les routes départementales à 2 voies, puis la longue allée de gravier, bordée de camions de traiteurs, et d'un service de voituriers, que ma mère avait mis en place, parce qu'elle ne voulait pas de 140 voitures sur la pelouse. Nous sommes passés devant un champ de chaume d'hiver, et des arbres nus. Le soleil était déjà parti, laissant juste une ligne grise, là où se trouvait autrefois l'horizon. Nathan a dit, « Tu n'es pas obligé de faire ça, ce soir. » Je ne suis obligé de le faire, aucune nuit. Je l'ai regardé. Mais ils ont choisi ce soir. Ils l'ont rendu public. 140 témoins, un orchestre, un toast au champagne. Ils ont choisi la scène. Je n'ai pas choisi le public. Sa mâchoire s'est contractée. Il a hoché la tête. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Claire, mon avocate. Portail confirmé comme opérationnel. Prête quand vous l'êtes. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai glissé le téléphone dans ma pochette. Nous avons tourné sur l'allée de gravier. À travers les arbres, je pouvais voir la maison. Les lumières étaient allées à chaque fenêtre, et il y avait une tente blanche sur la terrasse arrière. L'orchestre faisait ses balances. Je pouvais entendre la basse, à travers les vitres de la voiture. Nathan s'est garé, au bout de la file du voiturier. Nous sommes restés assis un instant, le moteur tournant au ralenti. Un serveur est passé à pied, portant un plateau de coupes de champagne. En cristal, la signature de Gérald. Nathan s'est penché, et a pris ma main. Il l'a serrée une fois. Pas de la façon dont on serre quand on a peur. De la façon dont on serre, quand on est prêt. C'était la première pression. Celle d'avant la fête. Celle qui voulait dire, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive ensuite, je suis avec toi. Allons-y, ai-je dit. La salle de bal était le chef-d'œuvre de Gérald. Des lustres en cristal, suspendus à un plafond voûté. Des parquets polis, brillants comme des miroirs. Un orchestre de 12 musiciens, sur une scène surélevée au fond de la salle. Ils jouaient des classiques. Sinatra, Bennett. Le genre de musique qui, selon mon père, donnait aux gens le sentiment d'être riches. Des tours de champagne, 3 au total. Des verres empilés, qui accrochaient la lumière. Le personnel de service, en gilet noir, se faufilant dans la foule, avec des plateaux en argent, remplis de hors-d'œuvre que je ne pouvais pas nommer. 140 invités. J'ai compté en parcourant la pièce. Des membres du conseil en costume sur mesure, des partenaires commerciaux avec leurs épouses, le maire de Charlotte, 2 représentants de l'État, le conseiller juridique externe de l'entreprise, un homme nommé Phillips, qui facturait 400 € de l'heure. Et qui avait l'air de n'avoir jamais sauté un repas. 3 journalistes de la presse économique régionale, debout près du bar, avec des carnets. Gérald tenait sa cour près des portes de la terrasse, un bourbon à la main, avec Colton à ses côtés, dans un nouveau costume anthracite, à la coupe ajustée. À son poignet, une montre que Gérald lui avait offerte pour Noël. Une PC Philippe. Je le savais, parce que ma mère m'avait envoyé une photo du reçu, par SMS. N'est-elle pas magnifique, avait-elle écrit. Je n'avais pas répondu. Diane ajustait le revers de Colton, lissant le tissu. Maternelle, fière, le portrait parfait d'une famille, sur le point de couronner son prince. J'ai traversé la pièce, serré des mains, souri. Bonne année. Tellement heureuse que vous ayez pu venir. La salle de bal est magnifique. De petites conversations. Faciles. Maîtrisées. Hélène Ostrowski était près du bar, buvant de l'eau. Elle a croisé mon regard à travers la pièce. Un hochement de tête. Bref. Pas de mots. J'ai vérifié mon téléphone. 22h47, l'email de Brouillon était toujours là. Approuver et soumettre. Le bouton gris. En attente. J'ai glissé le téléphone dans ma pochette, et j'ai pris une coupe de champagne. Je n'ai pas bu. Pas encore. 23h15, la fête battait son plein. Des rires, de la musique, et le tintement des verres qui s'entrechoquent. J'ai touché le bras de Nathan. Je reviens tout de suite. Il m'a regardé. Il a compris. Prends ton temps. Je suis sorti de la salle de bal, et j'ai descendu le couloir. Le domaine était une grande maison, le genre avec des couloirs qui résonnent, quand il n'y a personne.
Le bureau personnel de Gérald était au bout de l'allée, la porte sombre ouverte. Je suis entré. Le classeur se tenait contre le mur, là où il s'était toujours trouvé. Le bureau était bien rangé. Un pot à stylo, une photo de famille, et le tiroir supérieur droit. Je l'ai ouvert. La clé était là, derrière la boîte de stylos monogrammés. Comme toujours. Le même laiton. La même rayure. Je l'ai ramassé, je l'ai tenu dans ma paume, j'ai senti son poids. Je n'en avais plus besoin. Chaque document qui comptait, était déjà dans le système de la SEC. Les contrats, les signatures, l'email. Les mots de Gérald capturés en pixels, sur un serveur gouvernemental. Le classeur m'avait donné tout ce qu'il avait à donner. J'ai remis la clé, exactement à sa place, derrière les stylos. J'ai fermé le tiroir. Je suis resté dans le bureau sombre un instant. À travers le mur, je pouvais entendre l'orchestre jouer. Une basse et une trompette étouffées. Le rire d'une femme, quelque part dans le couloir. Je suis retourné dans la salle de bal. Nathan était près des portes de la terrasse, tenant un verre d'eau. Il m'a tendu mon champagne. Je l'avais laissé sur une table. Fini, a-t-il demandé. Il n'y avait rien à faire. J'avais juste besoin de remettre quelque chose à sa place. Il n'a pas demandé quoi. Il a pris mon bras. Nous avons marché vers la piste de danse. Il est presque minuit, dit-il. Je sais. L'orchestre a joué une chanson lente. Nous n'avons pas dansé. Nous sommes juste restés près du bord, et nous avons attendu. 23h58, l'orchestre s'est arrêté, au milieu d'une chanson. Gérald a marché vers la scène. Quelqu'un lui a tendu un microphone. Quelqu'un d'autre lui a tendu une coupe de champagne. Fraîche, pleine, avec des bulles qui remontaient. La pièce est devenue silencieuse. 140 visages se sont tournés vers la scène. Les lustres accrochaient la lumière, et jetaient de petits diamants, à travers le plafond. Gérald s'est raclé la gorge. Il y a 30 ans, a-t-il commencé, j'ai démarré cette entreprise dans un entrepôt loué, en périphérie de Charlotte, avec un seul camion, et une ligne de crédit, que 3 banques ont eu le bon sens d'approuver. Un rire dans la foule. Chaleureux, et maîtrisé. Gérald était doué pour ça. Il avait toujours été doué pour ça. Il a retracé l'histoire, les premiers contrats, la première expansion de l'entrepôt, l'entrée en bourse, et les années de croissance. Les 230 employés qui comptaient sur Source Meridian, pour que la paie soit versée toutes les 2 semaines. Puis il a fait une pause, a regardé la foule, et a trouvé Colton au premier rang. Mais tout fondateur doit faire face à une question, a dit Gérald. Qui portera le projet plus loin? À qui confiez-vous la chose que vous avez construite? Il a levé son verre. La salle a levé le sien. Ce soir, au début d'une nouvelle année, je remets officiellement la direction du Source Meridian Group à mon fils, Colton Source. La voix de Gérald s'est brisée, juste un peu. Émotion, ou théâtre? Je n'avais jamais pu faire la différence avec lui. Celui qui l'a vraiment mérité. Ovation debout. Coupe de champagne levée. Colton a marché jusqu'à la scène, a serré la main de Gérald, des flashs de la presse économique ont crépité, Diane au premier rang, s'épongeant les yeux avec une serviette. Je me tenais près du mur du fond. La main de Nathan a trouvé la mienne sous ma pochette. La deuxième pression. Celle qui venait de la Meçon. Celle qui disait, maintenant. Quelqu'un a commencé le compte à rebours. 10, 9. 8, la salle a scandé en chœur. 7. J'ai ouvert ma pochette, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé. 6. Ouverture du portail de la SEC. Le brouillon de la soumission s'est chargé. 42 pages, 3 contrats, un email de dissimulation, une chronologie. 5. Le bouton gris. Approuver et soumettre. Mon pouce planait au-dessus. 4. Nathan s'est penché près de mon oreille. Tu es sûr? 3. J'étais sûr depuis 14 mois. 2. J'ai pris une grande inspiration. 1. Minuit, des feux d'artifice ont éclaté sur la terrasse. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des étincelles dorées et argentées, pleuvoir sur la pelouse. La pièce a explosé.
Acclamations. Crécelle. Des bouchons de champagne sautant dans toutes les directions. L'orchestre s'est lancé dans Auld Lang Syne. Des confettis tombaient, de quelque part au-dessus des lustres. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran a changé. Un cercle de chargement. Puis, soumission reçue. Numéro de référence, SCLWB 25-41738. Horodatage, minuit 0 minutes 3 secondes heure normale de l'Est. 3 secondes après minuit. L'année écoulée, n'était plus. La nouvelle année, avait ses preuves. J'ai fermé l'application, verrouillé le téléphone, je l'ai remis dans ma pochette, j'ai pris ma coupe de champagne sur la table à côté de moi, et j'ai pris une gorgée. Les bulles étaient encore fraîches. Mon téléphone a vibré dans la pochette. Email de confirmation. Le son de la notification. Le même son que j'avais entendu, 13 mois plus tôt, lorsque le premier signalement avait été accepté. Je l'ai mis sous silence, sans regarder. Nathan m'a attiré contre lui, un bras autour de ma taille. Bonne année, a-t-il dit. Bonne année. Pendant 11 minutes, la fête a continué. L'orchestre jouait. Les gens dansaient. Colton acceptait les félicitations près de la scène. Gérald serrait des mains près du bar. Diane posait pour des photos. Nathan et moi avons dansé. Une chanson, une lente. Sa main dans mon dos. Mon téléphone dans ma pochette. L'email le plus cher que j'ai jamais envoyé, était déjà sur un serveur fédéral. 11 minutes de normalité. Puis, le premier téléphone a vibré. 12h11 Marcus Webb était près du bar. Le chef de cabinet. 52 ans, costume gris, cravate conservatrice, le genre d'homme qui gagnait sa vie, en se tenant à 1 mètre derrière Gerald Sears, et en sachant tout, avant que Gerald ne le sache. Son téléphone a vibré. Il l'a sorti de sa veste, a lu l'écran, et l'a relu. Le cabinet d'avocats externes de l'entreprise gérait un système de surveillance réglementaire automatisé. Tout nouveau dépôt auprès de la SEC, mentionnant le Sears Meridian Group, déclenchait une alerte. C'était un service standard. La plupart des entreprises publiques en avaient un. Le genre de chose, à laquelle personne ne pense, jusqu'à ce que l'alerte se déclenche pour de bon. Elle venait de se déclencher. Marcus a posé son verre. Son visage a changé, de la façon dont un visage change, lorsque les calculs ne fonctionnent plus. Pas de la panique, pas de la peur, juste un recalcul soudain de tout. Il a marché vers Gerald. Ni vite, ni lentement. Le rythme d'un homme qui sait, que ce qu'il s'apprête à dire, ne pourra pas être retiré. Gerald était toujours près des portes de la terrasse, tenant sa coupe de champagne, souriant, serrant la main d'un membre du conseil. Marcus s'est penché, près de l'oreille de Gerald. Je ne pouvais pas entendre les mots, à l'autre bout de la pièce, mais je pouvais lire la posture. La main de Marcus sur l'épaule de Gerald. Le sourire de Gerald qui s'efface, non pas progressivement, mais d'un seul coup, comme on éteint un interrupteur. Gerald a posé sa coupe de champagne, sur la table la plus proche. Il ne l'a pas terminée. Le verre est resté là, intact, les bulles remontant, pour n'aller nulle part. Il a chuchoté quelque chose en retour à Marcus. Marcus a secoué la tête. Gerald a regardé à travers la pièce. Ses yeux ont balayé la foule, passant les danseurs, passant les serveurs, passant Colton près de la scène, et m'ont trouvé, debout près du mur du fond, avec Nathan à mes côtés, du champagne à la main. J'ai soutenu son regard, je n'ai pas détourné les yeux. Il m'a regardé, pendant ce qui a semblé être une minute entière. Puis, il s'est tourné de nouveau vers Marcus. 12h13 Gerald a entraîné le conseiller externe, Phillips, dans un coin, près des portes de la terrasse. Une conversation urgente. Phillips a vérifié son téléphone, et a hoché la tête. Sa mâchoire s'est contractée. Ils ont chuchoté. Colton l'a remarqué. Il acceptait des félicitations près de la scène. Champagne à la main, souriant à pleines dents. Il a traversé la pièce. Papa, qu'est-ce qui se passe? Gerald ne l'a pas regardé. Pas maintenant, Colton. Papa, les gens me posent des questions sur le calendrier de la transition. J'ai besoin d'eux. J'ai dit pas maintenant, Colton. Le sourire de Colton s'est effacé. Il a regardé Marcus, et Phillips,
Aucun des deux n'a rendu son regard. Les chuchotements se sont propagés, comme de l'eau à travers des fissures. Des membres du conseil qui vérifiaient leur téléphone, un groupe de costumes cravates près du bar, les têtes rapprochées. Deux directeurs se sont regardés à travers la pièce, et l'un d'eux a articulé silencieusement, quelque chose que je ne pouvais pas lire. Hélène Ostrowski se tenait près de la table des desserts. Elle ne vérifiait pas son téléphone. Elle observait, et buvait de l'eau. Patiente. Diane a traversé la pièce jusqu'à Gérald. Que s'est-il passé? Tu es pâle. Nous avons un problème. Quel genre de problème? La voix de Gérald était basse, contrôlée, mais elle portait. Le genre qui n'attend pas demain matin. Diane a regardé Phillips, a regardé Marcus, puis a balayé du regard la pièce, vers les invités qui dansaient encore, qui riaient encore, et qui n'étaient toujours pas conscients de la situation. Puis, elle m'a regardé. Je me tenais au même endroit. La main de Nathan sur mon bras, mon champagne à moitié vide. Diane m'a regardé, de la façon dont vous regardez quelqu'un, quand vous le soupçonnez de quelque chose, mais que vous ne pouvez pas le prouver. Un long regard. Puis elle s'est tournée vers Gérald. L'orchestre jouait toujours, mais l'énergie avait changé. Tout le monde le ressentait. 12h17, Gérald est retourné vers la scène. Lentement, de manière mesurée. La démarche d'un homme portant quelque chose de lourd, que personne d'autre ne pouvait voir. Il a fait signe au chef d'orchestre. Une main levée. La musique s'est arrêtée au milieu d'une phrase. La trompette a été coupée net. Les percussions sont devenues silencieuses. La main du bassiste s'est aplatie sur les cordes. Le silence a frappé la pièce, comme un mur. 140 visages se sont tournés vers la scène, pour la deuxième fois de la nuit. Gérald a pris le microphone. Sa main était ferme. Sa voix ne l'était pas, je dois faire une brève annonce supplémentaire. La salle était immobile. Non pas de l'immobilité confortable de l'anticipation, mais de l'immobilité rigide de l'alarme. En raison d'une question réglementaire, qui vient juste d'être portée à notre attention, la transition de direction, que j'ai annoncée plus tôt, sera suspendue. Avec effet immédiat. Un silence total. Le genre de silence, où vous pouvez entendre les bulles de champagne, se briser à la surface. Colton se tenait à 1 mètre de la scène. Sa coupe de champagne était encore dans sa main. Quoi? Il s'est avancé. Papa, de quoi tu parles? Colton, s'il te plaît. Pas ici. Tu viens de dire à toutes les personnes dans cette pièce, que je suis le PDG. Tu t'es tenu sur cette scène, et tu as dit. J'ai dit pas ici. La voix de Gérald a craqué. Non pas d'émotion, mais d'une autorité défaillante. Le visage de Colton s'est vidé de ses couleurs. La montre à son poignet, la PC Philippe, le cadeau de Noël, a accroché la lumière du lustre. Des murmures se sont répandus dans la pièce. Les invités se regardaient. Le chef d'orchestre est resté figé, sa baguette à la main. Un verre de champagne a tinté contre une table, quelque part derrière moi. Un serveur s'est arrêté en plein pas, près de la tour des desserts. Je me tenais près du mur du fond, avec Nathan à côté de moi. Mon champagne était dans ma main. J'ai pris une gorgée de plus. L'orchestre n'a plus rejoué. 12h25, la fête se disloquait. Des invités attrapaient leurs manteaux. Des au revoir gênants, à la porte. Merci pour cette belle soirée. Bonne année. Conduisez prudemment. Le langage de personnes, qui ne savent pas ce dont elles viennent d'être témoins, mais qui savent qu'elles doivent partir. Colton était sur la terrasse, son téléphone collé à l'oreille, faisant les 100 pas. Sa voix portait à travers les portes vitrées, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement la hauteur de son timbre. Aigu, paniqué. J'ai marché le long du couloir, vers le vestiaire. Gérald était assis sur un banc, près de l'escalier, seul, les mains sur les genoux, sa veste de costume déboutonnée. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus, qu'il y a 2 heures. Il m'a vu. C'était toi. Ce n'était pas une question. Je n'ai rien dit. Je me suis tenu dans le couloir, et je lui ai laissé le soin de remplir le silence. Depuis combien de temps? 14 mois. Il a expiré. Un long souffle. Le genre qui vous vide. Je savais pour Greystone.
Je pensais pouvoir le gérer. Le régler, avant que quiconque ne le remarque. Restructurer les contrats. Éliminer le fournisseur progressivement. Tu ne le réglais pas. Tu le cachais. Il a fixé le sol. Mon père a tout perdu, parce qu'il n'avait pas de fils pour reprendre le flambeau. Je me suis dit que je ne ferais pas la même erreur. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Je savais que Colton n'était pas prêt. Je ne pouvais simplement pas laisser ton grand-père avoir raison. Je suis resté planté là. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air. Mon père, 63 ans, assis sur un banc dans un couloir, pendant que sa fête s'effondrait autour de lui, piégé par l'échec d'un homme mort. Grand-père n'a pas perdu son entreprise à cause de ses filles, papa. Il l'a perdue parce qu'il ne leur a jamais fait confiance. Diane est apparue au bout du couloir, son manteau sur le dos, sa pochette à la main. Ses yeux étaient durs. Ni tristes, ni confus, mais en colère. Elle s'est avancée vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Gérald ne s'est pas levé. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Sa voix était tendue, contrôlée. Le même contrôle qu'elle avait utilisé toute ma vie, pour lisser chaque fissure de cette famille. À cette famille, à ton père, à tout ce qu'il a construit. J'ai attendu. Je savais ce qui allait suivre. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Les mêmes mots, le même ton. La phrase qu'elle avait utilisée à chaque Thanksgiving, à chaque appel téléphonique, à chaque instant où j'avais essayé de me faire entendre. Mais cette fois-ci, j'avais fini de l'entendre. C'était déjà difficile, maman. Ma voix était posée. Je ne l'ai pas élevée. C'est juste que tu ne l'avais pas remarqué. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Sa mâchoire s'est contractée, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, Diane Source n'avait pas de réplique, pas d'adoucissement, pas de diversion. Elle s'est retournée, a marché vers la porte d'entrée, et n'a pas regardé en arrière. Nathan est apparu, avec mon manteau drapé sur son bras. Il me l'a tendu. Je l'ai mis. Nous avons marché ensemble vers la porte d'entrée. L'allée était bordée de voitures sur le départ. Des feux arrière rouges, descendant l'allée de gravier. Les camions du traiteur étaient déjà en train de plier bagages. La tente sur la terrasse était sombre. Je me suis arrêté à la voiture, et j'ai regardé la maison en arrière. Chaque fenêtre était encore allée. Une grande maison, pleine de lumière vide. Nathan m'a ouvert la porte. Je suis monté. Il a conduit. Nous n'avons pas parlé pendant les 20 premières minutes. Puis, tu vas bien? Pas encore. Mais ça viendra. Janvier. Les répercussions sont arrivées par vagues. La première semaine, le Source Meridian Group a déposé un rapport UEK auprès de la SEC, divulguant une enquête interne, sur des transactions liées à des fournisseurs, au sein de la division du développement commercial. L'action a chuté de 14% en 2 jours de bourse. Le Charlotte Business Journal en a fait sa première page, Source Meridian divulgue une enquête de la SEC. La deuxième semaine, le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence, de 6 heures à huis clos. À leur sortie, Gérald Source avait accepté de se retirer de son poste de PDG, en attendant les résultats de l'enquête. Pas de négociation d'indemnité de départ, pas de période de transition. Avec effet immédiat. Hélène Ostrowski a été nommée présidente par intérim du conseil. La troisième semaine, Colton a été placé en congé administratif. Son titre de vice-président a été suspendu. Son badge d'accès, désactivé. Les comptes de Greystone Industrial Supply ont été gelés par ordonnance du tribunal. David Morel s'est vu signifier une assignation à comparaître, à son domicile d'Atlanta. Le conseil d'administration m'a demandé de servir, en tant que directrice financière par intérim. J'ai accepté. Mon premier acte a été un audit complet des fournisseurs, sur l'ensemble des 4 sites. Transparent, documenté, et dans les règles de l'art. Les 230 employés ont gardé leur emploi. L'entreprise ne s'est pas effondrée. Elle a pivoté. J'ai restructuré le réseau de fournisseurs en 60 jours, en remplaçant les contrats de Greystone, par 3 fournisseurs contrôlés. La paie est tombée toutes les 2 semaines, sans aucune interruption. Colton m'a appelé une fois. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale.
Son message était court. J'espère que tu es contente. Je l'ai supprimé. Gérald a envoyé une lettre, écrite à la main sur son papier à en-tête personnel. 2 phrases. Tu as toujours été l'épine dorsale. J'étais trop aveugle pour le dire. Je l'ai lu. Je l'ai plié. Je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, au travail. Je n'ai pas répondu. En février, un nouveau membre du conseil m'a demandé, lors d'une réunion de comité, comment j'en étais arrivé au poste de directrice financière. Je l'ai regardé, de l'autre côté de la table de conférence. C'est moi qui l'ai vraiment mérité. La salle est devenue silencieuse. Hélène Ostrowski a souri, dans son verre d'eau. Je ne l'ai pas dit pour faire un bon mot. Je l'ai dit parce que c'était vrai, et parce que la dernière personne à avoir prononcé ces mots, avait tort. Mars. L'enquête de la SEC était toujours en cours. Mon avocate, Claire, m'a dit que l'affaire d'application de la loi progressait. Le total des sanctions envisagées dépassait les 4 millions d'euros. En tant que lanceuse d'alerte, ma récompense pourrait osciller entre 400 000 et 1,2 million d'euros. Je lui ai dit que je ne voulais pas encore penser aux chiffres. J'ai pensé à l'audit trimestriel à la place. Pour la première fois depuis des années, il était propre. Chaque fournisseur vérifié, chaque paiement traçable, chaque chiffre réel. Nathan et moi avons planté un jardin ce printemps-là. Des tomates, du basilic, une rangée d'herbes le long de la clôture du fond. Quelque chose qui poussait, parce que nous nous en occupions. Quelque chose dont personne d'autre ne pouvait s'attribuer le mérite. Au travail, j'ai embauché 2 nouveaux analystes, pour le département des finances, et j'ai promu Pam au poste de coordinatrice de département. Elle a pleuré dans mon bureau pendant environ 3 secondes, puis elle s'est reprise, et a demandé quand elle pouvait commencer. Ma mère a appelé une fois, fin mars. Ton père ne va pas bien. Sa tension artérielle, le stress. Je suis désolé de l'entendre. Il pourra m'appeler quand il sera prêt, à parler honnêtement. Gérald n'a pas appelé. Et ce n'était pas grave. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Il y avait une limite, désormais. Claire, visible. J'aimais mon père. Mais je ne lui faisais pas confiance. Et j'avais appris que ce sont 2 choses très différentes. Vous pouvez aimer quelqu'un, et refuser quand même qu'il vous utilise. Vous pouvez manquer à quelqu'un, et quand même verrouiller la porte. Le printemps est arrivé tôt, cette année-là. Les tomates ont poussé plus vite que prévu. Nathan a construit un treillis avec des chutes de bois, un samedi après-midi. Je l'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine, et j'ai pensé, c'est à cela que ressemble la paix, quand on l'a méritée. J'avais l'habitude de penser, que gagner sa place dans une famille, signifiait être silencieux, être utile, être celui qui reste tard pour corriger les erreurs, et qui ne demande jamais d'applaudissements. Mais gagner sa place, ce n'est pas une question de ce qu'il vous laisse faire. C'est une question de ce que vous refusez, de les laisser prendre. Et la vérité, n'a pas besoin d'un toast au champagne, ni d'une scène, ni d'un orchestre de 12 musiciens. Elle a juste besoin d'une personne, prête à cliquer sur envoyer. C'est mon histoire. 14 mois de silence, un seul email à minuit, et un orchestre qui s'arrête de jouer. Si cela vous a rappelé votre propre moment de vérité à minuit, partagez cette vidéo, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.